Gardez vos conclusions à vous. D'abord, non, surtout pas les oublier, parce que l'exercice est périlleux de boucler les choses sur quelques formules qui vont fermer ce qu'on a passé la journée à ouvrir. Il n'est pas sûr en plus que j'ai les capacités cognitives requises pour l'exercice. Alors, n'incriminez pas tout de suite une hypothétique détérioration mentale liée au fait que je suis jeune depuis très longtemps. Moi, j'ai appris à l'université, quand j'y suis rentré, que la détérioration mentale, quand même, ça commence à 25 ans. C'est dans la suite des études de Binet et Simon, de l'évaluation des tests, vous devez vous rappeler ça. Je vais commencer par remercier, parce que, comme je ne suis pas sûr d'aller au bout, faute de temps, remercier bien sûr les intervenants et les discutants, je ne vais pas les nommer tout de suite, parce qu'ils ont, à mes yeux, renouvelé la façon d'aborder cet impact du néolibéralisme, de parler de nos pratiques, de nos institutions et d'évoquer notre fonction. Il me semble qu'il y a un glissement, il y a du nouveau par rapport aux 3 précédentes éditions. Merci au collectif. Je profite de mon excentricité pour le dire, parce que j'ai été témoin de l'énergie psychique, la dépense énergétique, mais je dois dire peut-être pas seulement énergétique, qu'ils ont mis pour préparer ces journées. Et d'ailleurs, c'est peut-être une occasion de rappeler qu'il y a une boîte à dons si on tient vraiment à soutenir cette entreprise. Et merci, c'est vrai, au public, entre guillemets, je ne sais pas comment il faut vous appeler, parce que je crois que la présence de ceux qui sont là, ça constitue vraiment les assises, au sens de fondement. Les assises des assises. Ça n'existe pas sinon. Alors, je dis juste un petit mot, et puis j'essayerai de garder une idée pour la fin. Bon, d'Isabelle Sepp, de l'introduction, j'ai retenu le rappel de cette question éthique qui nous règle et qui finalement traverse tous les exposés jusqu'au dernier. Peut-être c'est repris de façon particulière par tel ou tel, par Maya avec le dispositif, mais c'est rappelé à la fin, ce qui peut régler cette pratique. Cette question éthique dont on voit quand même que ça transcende la déontologie. C'est-à-dire l'éthique ici, c'est ce sur quoi nous ne pouvons pas céder sans non seulement renier notre profession, mais renier ce que nous sommes nous-mêmes et que nous ignorons. Il y a un point sur lequel on ne peut pas renoncer, en deçà de quoi on dérive avec ce discours néolibéral. De Valérie Gane, à partir de Pierre Merle, bon, moi je reçois du courrier tous les jours, inconsciemment. Elle a évoqué cette fabrication d'un discours qui préinterprète ce qu'on est, préinterprète ce qu'on fait, l'acronymisation, je veux dire, ce néologisme est bienvenu, et qui nous fait rentrer dans des catégories, finalement, pour nous adapter à ce néolibéralisme. Donc, la grosse méfiance pour nous, c'est de regarder les marques que ça porte. Et ça, c'est perfectionné tout de suite par François Gonon. Alors, je ne refais pas tout ce qu'il a dit sur les exemples de la science, mais je retiens cette précision concernant le double discours. Et de ce double discours, je retiens quand même le fait qu'il montre, presque il démontre, qu'il n'y a rien, quasiment rien de démontré en psychobiologie, en psychiatrie biologique, sur l'articulation entre l'organisme et le sujet. Et d'autre part, il démontre les risques de du discours néolibéral dès lors qu'il ne retient que l'hypothèse de ce lien. Bon, je ne développe pas les conséquences, mais la pire, c'est le fait d'attribuer la cause de ce qui ne va pas à l'autre, et donc de culpabiliser celui qui n'est pas à la hauteur
en même temps qu'il ait des responsabilités, puisqu'il n'a pas les moyens de faire avec ce qu'il est. Il est pour rien. Moi, ma détérioration mentale, je suis responsable de ce que j'en fais. Bon. À la suite de quoi, Maya d'abord et Anne Stambar ont développé vraiment. Alors moi, il y a deux choses que je retiens quand même. D'une part, qu'il existe un moyen de se faire entendre du champ politique. Quand ils consentent à ne pas savoir, à venir vers les professionnels pour qu'on leur explique comment les choses fonctionnent, mais à condition que ces professionnels eux-mêmes soient capables d'être les passeurs de l'enseignement qu'ils tirent des patients. Et elle fait remarquer que même quelqu'un de droite, réac, tout ce qu'on veut, est bien obligé de tenir compte du réel, de la singularité. Ça, je crois que c'est une des leçons pour nous extrêmement importante. De nos collègues de psycho du travail, je me faisais une remarque, j'englobe psychosocial et psycho du travail, enfin. Vraiment, le fait qu'il existe une clinique du travail orientée, entre autres, par la psychanalyse, Yves Clos n'a pas été mentionné, mais je pense qu'il était présent dans le discours, Christophe Dejour a été évoqué, et même Lacan, en tout cas dans les textes écrits que j'avais. Et je trouve drôle qu'au moment où un certain rapport à la psychanalyse est évacué de l'Université du Mirail au profit de la psychopathologie expérimentale, on voit revenir dans le réel de la psychologie du développement, de la psychologie sociale, de la psychologie du travail, cette nécessité d'y accueillir le sujet. Donc ça laisse un peu d'espoir quand même, ce mouvement. Il y aurait plein de choses à retenir là-dedans, et notamment le fait qu'on apprend sur l'exemple du travail le souci qu'on peut avoir de ce lien entre le sujet et le lien social, finalement, via comment ça s'articule autour des institutions, autour du travail, autour de la recherche, autour de la clinique. Bon, ça c'est vraiment quelque chose de précieux. Et alors, juste une idée, parce qu'on m'a prévenu qu'il fallait être très bref. L'humain est ainsi foutu qu'il ne peut pas ne pas donner sens à son rapport au monde, à ce qui lui arrive, à ce qui lui entoure. C'est-à-dire, il est obligé, et il est à cet endroit où il fait le récit de son inscription dans le monde avec laquelle il peut vivre dans ce monde-là. On n'est pas dispensé de ça. Et il doit en plus tresser ce récit avec celui des autres, et c'est cette tresse-là qui constitue le lien social, sachant qu'elle n'est jamais bouclée. On est, je sais bien que pour les lacaniens, Lacan parle de nœud borroméen, mais il fait remarquer que c'est pas vrai, que c'est pas un nœud. On oublie que c'est une tresse. Et une tresse, bon, les filles savent ça mieux que les garçons peut-être, c'est pour ça que les garçons les leur coupaient à une époque, des coupeurs de tresses. Moi j'ai connu ça plus jeune, bon. Mais je voyais, bon, si je puis dire. Donc on est à l'endroit où la tresse s'effectue. Des fois ça rate, et la tresse qui suit, le maillage suivant, portera la trace des ratages. C'est ça l'histoire. Bon. La tresse, c'est ce qui constitue la réalité commune. C'est ce qui fait passer dans la réalité notre rapport avec ceux qui nous résistent, avec les problèmes qu'on a à résoudre, etc. Alors, le problème, donc ça veut dire quand même que nous n'habitons pas un système économique capitaliste, mais nous habitons le discours que nous inventons collectivement pour lui donner sens. Et là, le problème, c'est que le néolibéralisme réussit cet exploit de substituer à cette tresse un langage commun, finalement, de la subjectivation, qui nous dispense de la tresse. Si on se laisse suggestionner, on accepte ce discours commun dont on a parlé depuis le début. Alors le fait d'habiter le langage, ça rend compte du fait, on en a eu le témoignage avec Laure Vessier, du fait que un mot peut changer le cours de notre vie, évidemment pour le pire et pour le meilleur.
mais ça fonde en raison la nécessité de dispositifs de parole qui prennent au sérieux ce registre de la parole, qui seul permet de rendre au sujet la responsabilité, je dirais, pour faire allusion à ce que je viens de dire, de sa propre tresse, même autiste. L'exemple de Matteo est formidable, de Julien aussi, mais on n'a pas le temps de reprendre ça dans le détail. En tout cas, même un autiste, c'est pas Malleval qui nous contredirait, quelles que soient les déterminations qu'on voit, est responsable de ce qu'il en fait, c'est-à-dire de son rapport au savoir, de son rapport au signifiant, de son rapport à la jouissance, ce que Lacan appelle, lui, les positions, comment on pourrait dire ça, les positions subjectives. Parce que, bien sûr, on dit névrose, psychose, perversion, et on peut le remplacer aujourd'hui par des tas de catégories, mais aucune de ces catégories n'est capable de désigner le réel de ce qu'est le sujet. Et même si on rentrait tous sur la même catégorie, évidemment, qu'est-ce qui rencontre du fait que chacun est différent de chacun? C'est-à-dire que chacun d'entre nous est une exception à l'humanité. C'est ce principe d'exception qui rend difficile d'ailleurs même l'expression des droits de l'homme. Parce que l'expression des droits de l'homme, c'est le droit à cette diversité et à cette, je ne sais pas comment dire, à ce rapport au radical de sa propre singularité. Seulement, évidemment, pris dans ce discours, qui préinterprète ce qu'on fait, parce que je suis quand même frappé dans les pratiques institutionnelles, les supervisions que j'ai pu faire, ou que je peux faire, c'est que même si vous obtenez des résultats positifs de par ce travail d'écoute, ils sont réinterprétés et mis au compte des dispositifs que nous combattons. Il y a un vrai problème, de sorte que il y a un travail qui s'est fait aujourd'hui et que Lacan fait comme une sorte de devoir au psy. Pas seulement au psy d'ailleurs, mais en tout cas, il le dit comme ça. Je sais bien qu'on dit toujours, attention, il ne faut pas contrer le discours, parce que contrer un discours, c'est le renforcer. Ça, il dit ça dans la télévision. Je m'autorise des références à Lacan parce qu'il est venu plusieurs fois dans le discours. Donc je me dis, tu vas te lâcher un peu sur ça, parce que des fois je me restreins sur ça. Oui. Et ce qu'il dit, Lacan, c'est que ce discours, cette langue commune, alors il ne dit pas ce que je vais dire, il ne dit pas que c'est notre langue à nous du Troisième Reich, comme dirait l'empereur. Mais je crois que c'est ça. Une langue pour ne rien dire, comme le dit Merle. Et c'est-à-dire, elle ne se parle pas. Nous parlons au travers du langage. C'est-à-dire, nous ne répétons pas. Et on l'a vu à chaque exposé, comment chacun y va de la façon de témoigner singulièrement de ça. Donc, comment rendre au sujet la responsabilité de la parole? C'est-à-dire de subvertir cette langue commune. Lacan n'y va pas par quatre chemins. Nous devons concasser cette langue. Eh bien, c'est un travail de concassage qu'on a assisté là. Mais concasser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, sur un versant, déconstruire, dire comment c'est fabriqué. Et à partir de là, reconstruire, s'expliquer, avoir un discours qui soit accessible à tous ceux avec qui nous partageons ce monde. Donc, concassons. C'est une des conclusions. Et si on me laisse encore dire un mot, bon, je ne sais pas, j'avais une idée, mais je vais le dire comme ça. Parce que c'est les derniers mots, finalement, de nos collègues qui m'ont fait dire ça. Souvent, on me dit, « Ah, tu travailles encore ?» Marqué l'autre jour, on m'a dit, « Oui, mais ces histoires de téléphone, ce n'était pas de votre temps. » Ah, j'ai dit, merde, je suis là, mon temps c'est maintenant. Bon, j'ai un peu drôle, on m'a dit ça 2 fois dans la semaine. Plus le fait qu'on se lève dans le métro quand j'arrive pour me laisser une place. Ça m'est arrivé de dire d'ailleurs à quelqu'un très jeune, de dire, mais enfin quand même quoi, je suis vieux. Et il m'a dit en protestant, non, mais quand même un peu plus que moi. Il y a des gens qui ont de l'esprit. Mais non, moi j'avais coutume de dire non,
je n'ai peut-être jamais travaillé, sauf à la fin de ma vie universitaire, et d'ailleurs je suis parti. Parce que c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Le travail, c'est quand même une invention humaine pour profiter du symbolique, pour changer le monde et essayer de se l'adapter. C'est-à-dire que le travail fait partie des dimensions constitutives de l'humain. Donc toutes les atteintes au travail, c'est des atteintes, j'ai presque envie de dire, c'est des crimes contre l'humanité de l'humain. Il ne faut pas avoir peur de ça, mais il faut arriver à le démontrer et à le montrer. Et du coup, ma seule remarque, c'est quand même le fait que dans ce rapport que j'ai trouvé à la psychanalyse, et je suis content de voir que d'autres l'ont trouvé, dans ce rapport à la clinique au singulier, eh bien, pour les cliniciens, il y a souvent un vrai plaisir, presque un enthousiasme. D'ailleurs, si on ne l'a pas, c'est difficile de faire ce métier, de travailler là-dedans. Mais je crois que ça n'est pas réservé aux cliniciens et que nous avons une tâche, c'est de le faire partager. C'est de faire partager ce plaisir. Mais pour ça, eh bien, il faut soutenir ces dispositifs qui redonnent à la parole. C'est une action politique. Ce qui fait la singularité, je m'en voudrais de ne pas avoir repéré ça, ce qui fait la singularité, c'est quand même ce réel radical que le sujet ignore de lui-même. C'est ça, c'est un trou dans le savoir. C'est ça qui permet aux cliniciens de profiter de ce qu'il ne sait pas pour faire du patient, de l'usager, c'est lui l'enseignant. Et on ne peut s'enseigner que si on consent à ne pas sentir. Mais de quoi est fait ce trou dans le savoir? Il est fait de ce réel qui échappe à la prise du savoir, qui est autre à nous-mêmes. C'est vraiment l'altérité du sujet à lui-même. Si on ne reconnaît pas cette altérité que nous portons, nous allons la faire porter par un autre. Si on la fait porter par un autre, ça veut dire le handicapé, l'enfant des gènes, les femmes pendant toute une histoire et une façon de les traiter, etc., etc. L'étranger, bien sûr, et tous les traitements mode anti-islamisme, non, qu'est-ce que je dis? Islamisme, islamophobie, je veux dire islamophobie, antisémitisme, sont des modalités de localisation de l'autre pour le détruire. Ce qui serait quand même détruire les fondements de ce qui fait l'humain de l'humain. Autrement dit, notre position est politique et il y a le plus grand rapport avec ce que nous faisons, entre ce que nous faisons et ce que subissent aujourd'hui les habitants de Gaza. Merci.